moi je suis Anne-Laure Nedelec, je suis neuropsychologue, donc c'est une spécialité de la psychologie, donc qui est spécialisée dans la mémoire. Voilà, je travaille ici depuis 1 an et demi maintenant. Et voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Eh ben, moi je suis Michèle Leblanc, donc je suis médecin coordonnateur dans l'EHPAD Gardinaire depuis 1 an et demi aussi, comme Anne-Laure. J'ai une capacité de gérontologie, donc c'est-à-dire que je m'occupe des personnes âgées. Bon, j'ai été médecin libéral avant pendant des années, mais maintenant je ne suis plus que médecin coordonnateur ici. Voilà. Du coup, on voulait vous demander quelles étaient les causes de la maladie. Ah bah, alors si on savait, t'as des idées toi pour les causes? Non. J'aurais tendance du coup à dire que c'est... Bon, on sait pas d'où ça vient. Que c'est... qu'on pense que c'est multifactoriel. Ouais. Donc c'est-à-dire que ça peut venir à la fois de l'environnement, que de la génétique, que de plein de choses. Après... On sait que c'est une maladie neurodégénérative, donc Ouais. elle touche les neurones, mais quelle est la cause exacte? Voilà. On sait effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a une protéine qui va causer des dégâts. Mais pourquoi elle est là? Pourquoi elle cause ces dégâts? Comment elle apparaît? Et en sachant que des fois elle est là et qu'il n'y a pas de dégâts quand même. Il y a eu des autopsies faites, il y a eu tout un groupe de religieuses qui avaient donné leur cerveau à la science et qui ont été autopsiées et qui n'avaient absolument pas, qui n'avaient aucun signe de la maladie et par contre leur cerveau montrer des lésions en fait typiques de la maladie. Donc voilà, c'est pas... Donc voilà, on sait que, en tout cas on sait que quand on a ce genre de quand on a une maladie Alzheimer, on a ce type de lésion dans le cerveau, par contre l'inverse n'est pas forcément vrai. D'accord. Et du coup, il y a quand même des prédispositions génétiques et héréditaires où vous en voyez souvent ou... Héréditaire, non, du coup. Sauf peut-être dans les formes dans les formes familiales, oui. Dans les formes familiales. Voilà, quand la maladie commence tôt, enfin vers la cinquantaine, ou même avant, oui. Même avant, là ce sont des formes familiales et sans doute héréditaires. Mais autrement, non, il n'y a pas de forme héréditaire. D'accord. Sinon, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus vulnérables dans le... Comment dire, qui ont plus de risque d'être atteint par la maladie? Non. En fait, ça peut toucher n'importe qui. Ouais, on peut avoir un très haut niveau intellectuel et avoir la maladie d'Alzheimer. On peut être... non. En fait, le principal facteur de risque, c'est l'âge. Voilà. Plus on vieillit et plus on a de risques de déclarer la maladie. Du coup, comme vous le disiez, les facteurs environnementaux, selon les vies, on peut du coup... Alors, on ne sait pas, c'est vraiment... parce que c'est tellement aléatoire et voilà. puis à mon avis c'est pas simplement des facteurs isolés comme ça, c'est vraiment l'intrication de plusieurs facteurs qui font qu'on peut déclarer une maladie, mais après savoir comment, voilà, on ne sait pas. D'accord, et du coup c'était vers quel âge vraiment, ça peut, parce qu'on avait entendu parler qu'il y avait des Alzheimer précoces ou des choses comme ça, mais généralement ça arrive autour de... Donc la maladie Alzheimer, typiquement, classiquement, celle dont on parle, c'est une maladie liée au vieillissement, donc c'est généralement, on peut dire aux alentours de 65-70 ans peut-être, les débuts quoi. Ouais. En moyenne. Je n'ai pas regardé les derniers. Oui, je sais plus, mais je pense que c'est un petit peu plus 70. Un peu plus, ouais, peut-être plus 70. Ouais. Et après, effectivement, on a les formes familiales dont on parlait tout à l'heure. Qui sont précoces. Voilà. D'accord. Et vous en avez des personnes comme ça qui sont précoces, qui viennent vous voir ou Alors ici à la résidence, non. Moi j'en ai diagnostiqué sur l'hôpital. Ouais, j'en ai connu aussi sur l'hôpital à Saint-Marie. Une en l'occurrence. Et ça doit être plus dur pour elle, sans doute, ou pour vous, je sais pas. Parce que... Pour l'entourage. De sentir si jeune. C'est difficile à comprendre, c'est difficile à comprendre, bien sûr, elle va accepter. Mais et puis malheureusement, moi j'ai l'impression, après c'est une impression, je sais pas si c'est... Mais c'est des personnes qui restent longtemps conscientes de leur difficulté, quoi. Du coup c'est très difficile à accepter. Ouais. Et donc il n'y a pas vraiment de facteur déclencheur?
Alors là, quand c'est dans des formes familiales, là, c'est plus... Enfin, quand c'est des formes jeunes, c'est plus génétique, effectivement. Sinon, autrement, les facteurs déclenchants, on ne sait pas. Non. On sait qu'il y a quelques facteurs protecteurs, mais vraiment, on pense qu'une vie sociale très riche, ça protège quand même de la maladie. Oui, ça reste c'est des statistiques, donc c'est pas parce que... Par l'activité cérébrale Pas forcément l'activité cérébrale, mais le fait d'avoir des contacts riches, de continuer à sortir, de continuer à avoir je dis des copines parce que c'est des personnes âgées, c'est plus des femmes qui sont vieillissantes, donc des copines, d'avoir une vie sociale, sortir, de voir les enfants, les petits-enfants, de ne pas être isolé, s'intéresser, d'être dans la curiosité, dans l'intérêt envers les autres, ça protège. L'activité physique, j'ai pas dit. L'activité physique, ça protège. Faites du sport, les filles. Voilà, c'est important. C'est important, ça. Après, c'est toujours pareil, si on parle de statistiques, ça ne veut pas dire qu'une personne sportive, elle n'aura pas la maladie, ou elle n'aura pas de risque de la développer, mais elle aura peut-être moins de chances de la développer. Est-ce qu'il est vrai que les femmes sont plus touchées que les hommes par la maladie? Est-ce que vous avez remarqué ou pas Alors, mais les femmes vieillissent plus que les hommes. C'est surtout ça. Il y a plus de femmes vieilles que d'hommes vieux, donc effectivement, il y a plus de femmes. D'accord. Donc, du coup, le décès, donc, il intervient à cause de la maladie ou à cause de ce qu'elle entraîne? C'est du coup... oui, on meurt des conséquences de la maladie. La maladie en elle-même, c'est plus les complications qui... Voilà, tout à fait. C'est le fait qu'effectivement on peut chuter, donc se casser des membres, on peut avoir des difficultés à avaler, on n'arrive plus à manger, enfin, etc. Les lésions, elles atteignent toutes les parties du cerveau à la fin. Ouais, donc, on sait que c'est le cerveau qui commande tout, qui commande la déglutition, qui commande la respiration, qui commande tout. En fait, donc voilà. Donc, après la consultation mémoire, après le diagnostic, voilà, on peut proposer donc à domicile de la stimulation comme l'orthophoniste pour corriger, essayer de stimuler en tout cas le langage. On peut aussi proposer des aides à domicile pour aider la personne dans les actes de la vie quotidienne, pour la stimuler à la toilette, pour l'aider à faire les courses, à compter l'argent, voilà. Ensuite, on a un dispositif par exemple ici qui s'appelle l'accueil de jour, qui permet de stimuler au niveau cognitif, sur plusieurs niveaux. Je vous ai amené une petite plaquette justement, au niveau, au niveau social, au niveau moteur, au niveau, à tous les niveaux, on essaye de stimuler. Donc la personne vient à la journée, toute la journée, avec le repas compris, pour et justement la faire sortir aussi de chez elle et lui apporter une stimulation. Et permettre aussi que la personne aidante, la personne ressource, qui est souvent le conjoint, qui est aussi âgé, puisse aussi souffler, se reposer un petit peu et souffler aussi. Apporter du répit à la personne, à l'aidant. Oui, c'est pas facile pour lui non plus. Mais donc ils font quand même beaucoup de réalisations. Tout ce que vous avez là, c'est fait par les gens de l'accueil de jour. D'accord. Donc c'est sympa. Oui, et puis bon, là ce n'est qu'une ils font pas que ça, après ils font des sorties, il y a beaucoup de stimulation. Et tout au long de la journée, c'est vrai que l'aide-soignante fait travailler la mémoire en demandant toujours le midi par exemple, alors dites-nous qu'est-ce qu'on a fait ce matin, voilà, on fait travailler la mémoire tout le temps. C'est souvent la mémoire récente qui... alors c'est celle qui s'en va le premier, la mémoire récente. Après, tout s'en va, mais d'abord la mémoire récente. Peut-on traiter et éradiquer les premiers symptômes de la maladie? Pour l'instant, pour l'instant, on peut que essayer de ralentir la maladie. On essaye de ralentir. Des traitements, mais c'est à quel stade en fait que c'est mieux qu'on peut commencer à les... Dès le diagnostic. Dès le diagnostic. Ouais. Mais on pense que ça recule un peu la maladie, mais on n'est même pas sûr que ça recule vraiment les premiers symptômes. On sait que ça marche pas chez tout le monde. Et en plus, ça marche pas chez tout le monde, ça peut avoir des effets secondaires, bien sûr. Et c'est pas... De toute façon, c'est sûr que ça ne guérit pas. Est-ce que vous avez connaissance des traitements qui pourraient être efficaces, que vous avez entendu parler, qui sont sur la recherche Alors, il y a effectivement des recherches qui sont en cours pour un vaccin. C'est Oui, c'est la piste la plus prometteuse.
Après, moi j'étais récemment au Congrès national Alzheimer à Paris, où il y a des laboratoires qui ont présenté plusieurs molécules, mais bon, c'est pareil, on sait pas. Bon, déjà c'est encore en phase de test, et puis en plus de ça, il y a toujours des biais, enfin, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est vraiment l'effet de la maladie ou si c'est l'effet du médicament plutôt, ou si c'est, je sais pas, l'activité, enfin la stimulation qui est à côté qui fait que ça ralentit. Enfin, non, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de... En tout cas, ce qui est au niveau de la recherche, il me semble que on s'attarde beaucoup sur le diagnostic précoce de la maladie parce que on pense, enfin les chercheurs pensent que plus on va agir tôt et plus on a de chance peut-être d'agir en tout cas sur la dégénérescence. Donc il y a un intérêt à dépister. Oui, à dépister. Vous savez à quel moment vous prescrivez les traitements ou... C'est vraiment au début de la maladie. Ouais, dès que le diagnostic est posé, on les prescrit à ce moment-là. Et c'est quoi comme traitement exactement? Alors, il y a deux molécules, enfin 3, oui, les Bixal. Alors, non, parce qu'il faut dire les noms. Le nom de la molécule, quoi. Le nom de la molécule. Alors, il y a la rivastigmine, ça c'est l'exélon. Les Bixal, l'amantine, c'est les principaux qui sont utilisés, parce que le Rémini, pas trop. Donc, Bixa et Rimantine. Et Exélon. Je vous passerai le truc là. Oui, d'accord. Ça sera, vous verrez comme ça. Donc, ces molécules ne peuvent être prescrites, enfin, en première intention, que par un neurologue ou par un gériatre. Le médecin généraliste ne peut pas les prescrire. Et c'est quoi un gériatre? C'est un médecin qui est spécialisé dans l'étude de la personne vieillissante. D'accord. Donc c'est une spécialité à part entière. Le médecin n'est pas spécialisé, un médecin généraliste n'est pas gériatre. Non. Donc on ne peut pas prescrire. Non, pas la première prescription. Mais après, il peut renouveler les prescriptions. Ce que le neurologue ou le gériatre ont mis en place. Après, pour parler du diagnostic, il y a aussi quand même des tests. Oui, puis c'est tout un protocole en fait. C'est-à-dire que la personne, elle est généralement orientée par son médecin traitant, son médecin généraliste, elle lui dit, voilà, j'ai des problèmes de mémoire. Alors, le médecin l'oriente vers une consultation mémoire, principalement. Dans la consultation mémoire, le patient, il va d'abord voir le neurologue. Le neurologue va faire les premières investigations, voir si c'est pas autre chose, peut-être une tumeur ou autre chose. Ensuite, si de ce côté-là, il n'a rien trouvé, il y a une IRM qui est réalisée, donc une imagerie cérébrale, pour voir si c'est pas effectivement une tumeur ou autre chose. Si de ce côté-là, on n'a rien trouvé, ou on voit que la partie de la mémoire, c'est un peu... il y a eu des lésions au niveau du centre de la mémoire, donc on envoie un neuropsychologue, donc moi. Où là je fais des tests en fait de mémoire, plein de tests de mémoire, de langage, plein de choses. Et avec tous ces éléments-là, on peut dire, il y a un trouble de mémoire dans les tests sont pas bons. Au niveau de l'IRM, il n'y a rien de particulier, ou alors on voit un petit peu sur la partie de la mémoire qui s'appelle l'hippocampe, que l'hippocampe il est un peu petit. Donc on peut se dire que c'est... Et puis il y a une prise de sang aussi, il me semble, pour voir si... Il y a surtout une ponction lombaire. Oui, une ponction lombaire, pour voir le liquide céphalorachidien s'il y a la protéine. Généralement, la ponction lombaire, elle est faite à la fin, en dernier, parce que c'est un examen qui est un peu risqué. Et puis invasif, pas très agréable. Pas très agréable pour la personne. Parce que là, on peut, dans la ponction lombaire, on peut détecter les marqueurs de la maladie. C'est quoi typiquement les tests que vous faites passer? Ils servent à quoi? Vous arrivez c'est la neuropsychologue qui fait ça. Le nom des tests ou le nom voir déjà en quoi ça consiste, vous faites quoi? Alors, généralement, il y a un test de référence, qu'on appelle le test de référence, où tout le monde, tous les professionnels sont mis d'accord pour utiliser celui-là pour dépister. C'est le MMS, ce qu'on appelle le Mini Mental State, qui est donc un test, on appelle ça un test de débrouillage. Donc on va évaluer rapidement la mémoire, j'aurais pu en amener un. Rapidement la mémoire, il y a plusieurs questions sur
l'orientation, si la personne elle sait à quel jour on est, en quelle année est-ce qu'on est, si voilà, il y a 3 mots à apprendre, enfin voilà, c'est rapide. Et on sait que s'il y a des difficultés, à partir d'un certain seuil, là on fait des examens plus poussés. D'accord. Ouais, c'est coté sur 30. Voilà. Si à partir de 25, 25, 26, 25. Et par exemple, si ça stagne d'une année à l'autre, du coup, c'est pas. Si on commence à avoir un petit peu des symptômes, mais pas flagrants, et du coup, on refait un test l'année suivante et que ça stagne, il n'y a pas de. Ça va peut-être se dégrader après ou. Oui, alors, oui, parce que. Oui. Il y a ce qu'on. Oui, c'est compliqué. C'est long. Il y a d'abord ces tests qui sont. Oui. Là, c'est un test de débrouillage. Voilà. Mais comme vous disiez Anne-Laure, si c'est inférieur à 25, on va faire d'autres tests beaucoup plus précis, vraiment plus poussés. Plus difficiles et plus poussés. Ouais. D'accord, ok. Et par contre, si le MMS est normal, hein, c'est-à-dire qu'il est supérieur à 25 ou s'il est. S'il est entre 25 et 30, effectivement, on peut le refaire 6 mois ou 1 an après si on voit que. Et à ce moment-là. Parce que s'il est normal, on ne va pas pousser beaucoup plus loin. On ne va pas faire tous les tests parce que c'est quand même fatigant pour une personne. Parce que, mine de rien... Ça dure 1 heure, même un peu plus d'1 heure. Oui, plus d'1 heure en fait. Plus d'1 heure. Chez une personne qui a des petits troubles de la mémoire, qui est quand même anxieuse, parce que quand on vient à une consultation mémoire et qu'on se dit peut-être qu'ils vont me dire que j'ai un Alzheimer, on est quand même anxieux, hein, c'est normal. Donc c'est vrai que ça modifie un petit peu aussi les résultats du test. C'est sûr. Donc quand il est normal, on pousse pas beaucoup plus loin. Sauf si la personne vraiment se plaint d'autres choses, ou vraiment là j'arrive plus à écrire, ou j'arrive plus. Il y a des fois je perds mes mots. Alors là on va un petit peu plus loin. Et sinon on repropose le test 1 an après. Mais ce test-là peut être quand même fait par le médecin généraliste. Voilà. Généralement il est fait. Généralement il est fait, et donc c'est lui qui alerte après, qui dit bon là il faudra peut-être refaire une consultation mémoire et des tests un petit peu plus poussés. D'accord. Mais c'est vrai qu'on ne saute pas quand même tout de suite sur les gens parce que c'est angoissant aussi. Alors le MMS, c'est vrai que c'est le test de débrouillage, mais après il y a des tests qui vont plus être orientés pour savoir s'ils ont des troubles des praxies. Vas-y, explique. Donc en fait, on va évaluer les grandes fonctions cognitives, donc la mémoire, plusieurs parties de la mémoire à court terme, la mémoire épisodique, la mémoire sémantique. On va aussi évaluer ce que c'est, la mémoire épisodique et sémantique. Sémantique, c'est tout ce qui est lié au stock sémantique, en fait, à notre vocabulaire. Voilà, tout le vocabulaire, les mots qu'on utilise, le sens des mots aussi, pourquoi est-ce qu'on sait que le bleu c'est une couleur, etc. Tout ça, ça fait partie de la mémoire sémantique. La mémoire épisodique, c'est tout ce qui nous on a vécu, tout ce qui nous touche personnellement. Les dates de mariage, voilà, les enfants, les petits-enfants, tout ça. Le nom des proches. Voilà, et la mémoire à court terme, c'est par exemple retenir un numéro de téléphone avant de le composer, quoi. Voilà, on va étudier aussi du coup dans les tests ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Donc les fonctions exécutives, c'est ce qui nous permet de pouvoir se comporter de manière adaptée en société, par exemple. Ce qui nous permet aussi de réagir face à une situation nouvelle, tout ce qui n'est pas habituel, s'adapter à notre environnement. Ça nous permet aussi de nous concentrer, de calculer, voilà, toute la logique, tout ça, ça fait partie des fonctions exécutives. On va évaluer aussi donc, le langage, on en a parlé, si on arrive à retrouver ces mots, si on comprend le sens des mots. On évalue aussi les praxis, donc c'est tout ce qui est lié aux gestes. Donc, par exemple, je sais que quand on évalue les praxis, je demande souvent à une personne, est-ce que vous pouvez me montrer comment est-ce qu'on fait un salut militaire ? Parce que voilà, ça demande quand même de savoir, d'avoir la représentation, de savoir quelle signification le geste a, etc. C'est assez complexe finalement quand on y pense. Voilà, les praxis, ça peut être aussi de réaliser une action complexe, par exemple de manger, il faut quand même prendre la fourchette, se servir, la porter à la bouche. Finalement, quand on décompose chaque geste, c'est quand même assez compliqué. Donc voilà. Et on évalue aussi la visioconstruction, donc c'est tout ce qui est lié plutôt au gnosis, ce qu'on appelle les gnosies, donc c'est le traitement de l'information visuelle par le cerveau.
Hein, c'est pour ça qu'on dit qu'à un stade avancé de la maladie, souvent les personnes elles reconnaissent plus leurs proches. C'est aussi parce que le cerveau il n'arrive plus à traiter les visages, quoi, en fait. Portrait, hein. Donc il a fait toute une série d'autoportraits. Donc voilà, là il a pas la maladie d'Alzheimer, il a fait son autoportrait. Là, c'est l'annonce de la maladie. Il se peint à l'annonce de la maladie, d'accord? Ensuite, ça c'est 1 an après l'annonce de sa maladie. C'est comment lui se voit. C'est lui, il se voit comme ça. Hein. Il se voit, ouais. Là, c'est 2 ans après l'annonce de sa maladie. Hein. Et ça, c'est à la fin. C'est le dernier. C'est le dernier, après, il l'a plus peint. Il est mort 5 ans après, mais déjà, là... Donc moi, je trouve que c'est très, très parlant. Hein. Parce qu'effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Quoi. Les gens ne se reconnaissent plus. Hein, et ils se dégradent tranquillement dans leur cerveau. Et c'est assez atroce, hein, parce que lui, il s'en rendait compte. Hein. Donc, il y a des gens qui s'en rendent compte. Ils ont une autre image d'eux-mêmes. Ils se disent, ils se voient comme ça. Hein, puis on voit, c'est quand même assez sombre. Oui, comme de plus en plus sombre. Ouais. Et c'est pour ça aussi que souvent, dans les centres où on reçoit des gens qui ont une maladie d'Alzheimer, on ne met pas de miroir. Oui. Parce que les gens ne se reconnaissent pas dans les miroirs et ça leur fait peur. Oui. Donc, ça peut être très angoissant. Ça peut être très, très angoissant. Ça se reconnaître soi-même. Oui. Jusqu'à tout à l'heure, j'ai une anecdote. Jusque là, il y a 1 heure, j'étais avec une dame justement qui a une maladie d'Alzheimer. Et on est passé juste là à côté, il y a une armoire avec un miroir en fait. Et je lui tenais la main, on est passé toutes les deux devant et elle a regardé et elle a mis sa main comme ça pour pas regarder en fait le miroir. Donc ça montre quand même que bon, voilà, elle est. Ils sont vraiment conscients. Ouais. Ouais.